public, en particulier auprès des populations qui sont le plus en difficulté avec l'écriture, la lecture et également avec le numérique. Alors nous remercions en premier les étudiants d'Algosup qui nous ont proposé spontanément de nous accueillir ce matin. C'est pour nous un geste plein de sens parce que vous êtes en train, les uns et les autres, de construire notre avenir numérique et en même temps vous tendez la main aux personnes que nous suivons et qui sont très éloignées et qui sans doute n'atteindront jamais la possibilité d'utiliser ces outils pour des raisons diverses, sans doute un manque de confiance en soi, un manque d'apprentissage également, un manque de maîtrise de la langue française pour certains d'entre eux. Donc merci à vous les étudiants de l'avenir de tendre la main aux personnes que vous ne laissez pas de cette façon sur le bord du chemin. C'est en tout cas notre volonté à Passeurs de mots. Donc je tiens à souligner la présence ici, vous ne les verrez pas à l'écran, d'administrateurs de notre association. En premier, Carole Tokarski, qui exerce comme lectrice-correctrice sous le nom de CT Correction. Je dis ça en passant, elle corrige donc des magazines, des ouvrages littéraires, etc. Elle est aussi en capacité de corriger quelques fautes qui pourraient survenir dans les mémoires. Donc je vous la recommande et vous la trouverez sur les réseaux sociaux sous le nom de CT Correction. Et puis nous avons également avec nous Jean Catineau, ancien libraire et administrateur fidèle de notre association et très connu également dans le département pour ses fonctions dans le cadre de l'athlétisme. Voilà. Gilles Magréau qui est auteur, acteur, écrivain, ancien directeur du théâtre de Vierzon et qui nous a fait l'honneur de créer pour l'association un poème sur le thème de la fraternité. Donc il sera heureux de vous dédicacer, de vous vendre et de dédicacer à la fin de cette conférence. Et puis je garde le meilleur pour la fin, puisque nous a rejoint depuis quelques mois dans l'association Jean-François Jacques, qui a cette particularité de personnifier, je crois, tout ce qui est résilience et réussite après un parcours qu'il va vous expliquer, qui était un parcours douloureux, à la fois socialement et médicalement. Ça va être le sujet de sa conférence et je tiens vraiment à le remercier à la fois de sa présence à nos côtés. Et puis, je souhaite que vous l'encouragiez de vos applaudissements avant qu'il prenne la parole. Merci. Je voulais remercier les étudiants d'Algosup qui nous accueillent. Et ça, c'est aussi une preuve de générosité. Faut pas oublier le Téléthon, 36-37 aussi, si vous voulez faire des dons. Voilà. Alors, je vais vous parler aujourd'hui du syndrome de Guillain-Barré, qui est une maladie rare. Alors, les maladies rares, ce que c'est en définition, c'est une maladie dont la prévalence est inférieure à 0,5%. 0,05%, c'est-à-dire 5 cas pour 10 000 personnes. À partir du moment où on a cette prévalence, c'est considéré comme une maladie rare. Je ne vais pas vous poser beaucoup de questions, mais je veux quand même vous en poser une. Combien y a-t-il de maladies rares en France, d'après vous? Ah oui, je sais, c'est pas facile. Hein. Combien? Ah non, mais 7000. Alors donc, tu as trouvé la réponse. C'est formidable, bravo. Alors 7000, c'est énorme. Hein. Là, on va parler d'une maladie, mais il faut se rendre compte quand même que c'est énorme. Et pour se rendre compte à quel point c'est énorme, je vais vous donner un chiffre. En fait, le nombre de malades touchés par une maladie rare est supérieur en France au nombre de personnes atteintes du cancer. Donc là, ça donne une idée. Ça touche 3 millions de personnes. Dans 80% des cas, c'est génétique. Et pour moitié, ça touche des enfants de moins de 5 ans. Voilà. Donc là, on a des chiffres un peu concrets. Et dans ces 7000 maladies rares, d'ailleurs, il y a une maladie très particulière qui s'appelle le ribose 5 phosphate
elle est très rare parce qu'en fait, il y a une seule personne qui a été atteinte de cette maladie. Alors, le Guillain-Barré, je vais vous donner des chiffres. Ça concerne environ 1700 personnes par an en France. Alors, 1700, c'est encore mieux que de jouer au loto, hein, finalement, parce que ça veut dire qu'on a 0,00025% de chance d'attraper un Guillain-Barré. C'est rare chez l'enfant et chez l'adolescent, c'est beaucoup plus présent chez l'adulte, et plus chez les hommes que chez les femmes. Pour 3 cas chez les hommes, il y a 2 cas chez les femmes, en fait, hein. Aux États-Unis, pour vous donner un autre chiffre, en fait, ça touche à peu près 5000 personnes, hein. Le chiffre de 1700, c'est un chiffre récurrent qui a été fourni par le ministère de la Santé. À chaque fois que j'énonce des chiffres, ça provient soit de contenus médicaux rendus par des médecins, d'études, ou soit du ministère de la Santé. On y reviendra tout à l'heure, mais ce chiffre, il a été en hausse au moment du Covid-19. Parce que le Covid aurait, en tout cas, un lien avec le Guillain-Barré. Mais ça, j'y reviendrai après. C'est une maladie, en plus des 0,00025%, pour lequel on a 3 à 5% de chance de récidive. Alors, de chance de récidive, de réattraper, de risque de récidive, de l'attraper une seconde fois, comme si ce n'était pas suffisant. Alors, c'est un chiffre qui paraît bénin, hein, 5%, mais 5%, ça fait à peu près 50 personnes sur 1700. Et pour nous, qui avons été touchés par cette maladie, ce chiffre est énorme. Et quand on a été malade du Guillain-Barré, finalement, il y a une chose qui se produit, c'est qu'on dit « mon Guillain-Barré ». Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui vous quitte jamais. C'est quelque chose c'est une maladie dont on ne sait rien, mais c'est une maladie qui peut avoir des séquelles qui restent et qui ne sont pas véritablement définies. Exemple, on peut avoir des états de fatigue, de faiblesse musculaire, et dès qu'on a une fatigue inexpliquée ou voilà, quelque chose d'inexpliqué, tout de suite, c'est comme une épée de Damoclès, on va penser au syndrome de Guillain-Barré. C'est permanent. On y pense tout le temps. Alors, de quoi s'agit-il? Le syndrome de Guillain-Barré, c'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire résultant du dysfonctionnement du système immunitaire. C'est l'une des principales urgences en neurologie, hein. C'est la première cause mondiale de paralysie flasque aiguë depuis la disparition de la polio. La paralysie flasque, c'est un syndrome rare mais grave pour définir en fait ce qui se définit comme étant une faiblesse musculaire. Alors, dans les 2 tiers des cas, elle est précédée d'une infection virale ou bactérienne, mais qui peut être complètement bénigne, hein. C'est vraiment, ça peut être une toute petite grippe. On peut être en parfaite santé et attraper ce syndrome du jour au lendemain, parce que ça peut aller très vite. J'en parlerai plus tard, mais je vous donne un exemple quand je dis que ça peut aller très vite. C'est qu'on peut devenir tétraplégique en 48 heures. C'est dire la vitesse à laquelle ça peut aller. Mais chaque cas de Guillain-Barré est unique, en fait. Quand on parle du Guillain-Barré, on ne peut pas dire un Guillain-Barré, parce qu'il y a un Guillain-Barré par patient, en fait, pour chaque patient. Parce que chaque cas ne progresse pas de la même façon, et on ne sait pas si on va aller jusqu'à la paralysie complète, on ne sait pas si on va avoir besoin d'être intubé, d'avoir d'une aide respiratoire. Dans les 2 tiers des cas, c'est ce qui se produit. Moi, j'ai eu besoin d'une aide respiratoire et j'ai fait la forme sévère, c'est-à-dire que j'ai été jusqu'à la tétraplégie, en fait, hein. Et oui, alors la mortalité se situe aux environs de 10%, voire 13% selon certaines sources, mais on n'a pas des chiffres vraiment précis, en tout cas en cette matière. Mais il faut savoir qu'à partir du moment où on a des troubles de la déglutition, ou la paralysie des muscles, là, le chiffre de mortalité passe à 20 voire 30%. Il augmente en fonction de la gravité justement dans laquelle on se trouve. Le Guillain-Barré, ça a été découvert en fait en 1916 par 2 neurologues militaires
qui s'appelaient Georges Guillain et Alexandre Barré. Et en fait, ils ont observé des cas de paralysie chez des soldats pendant la Première Guerre mondiale. Ils ont publié une première étude et du coup, dans cette étude, eh ben, le nom a été donné, Guillain-Barré, du nom des deux médecins qui avaient publié cette première étude. Donc, pour vraiment définir ce que c'est que le syndrome de Guillain-Barré, c'est l'atteinte des nerfs périphériques qui va entraîner une paralysie progressive. En gros, le système immunitaire du patient, il va s'attaquer à notre propre organisme. Je vous explique plus clairement. Sur les nerfs, en fait, vous avez ce qu'on appelle les gaines de myéline qui entourent les nerfs. C'est un peu comme un fil, en fait, c'est un fil électrique, le courant passe et finalement, il y a quelque chose, une gaine qui protège. Nos nerfs sont protégés par la gaine myéline, en fait. Et c'est ça qui permet l'afflux nerveux, en fait. Et ce qui se passe quand on est atteint du syndrome, c'est que la gaine myéline, je vais avoir du mal à le dire, elle est attaquée, en fait. Elle est détruite. Donc, en fait, l'afflux nerveux ne peut plus circuler. Et du coup, il est soit stoppé, s'il est endommagé, ou soit on atteint la paralysie à partir du moment où il est détruit. Alors, on ne sait pas pourquoi. Hein. On ne sait absolument pas les raisons pour lesquelles ça se produit. Donc forcément, le syndrome de Guillain-Barré, ça constitue une urgence médicale absolue, une prise en charge qui doit être le plus rapide possible, mais j'y reviendrai tout à l'heure. C'est très compliqué. Dans les faits, on énonce ça comme ça, mais finalement, dans la réalité, c'est autre chose. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Donc le but, en tout cas, pour le personnel médical, quand on est atteint de cette maladie, c'est effectivement de maintenir le patient en vie et d'interrompre l'agression produite sur les nerfs, de façon à éviter que la destruction soit complète. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'un peu plus d'un siècle après sa première description, cette pathologie reste un mystère. Non seulement on ne sait pas comment la soigner, enfin, on a des traitements qui permettent de guérir plus rapidement, mais qui ne soignent pas, et on ne sait pas comment on l'attrape. Voilà. Il y a plusieurs pistes envisagées, mais on n'a pas vraiment de résultats. Le fait que ce soit une maladie rare, c'est pareil. Hein, je veux dire, il n'y a pas d'argent. Il faudrait mettre beaucoup d'argent en fait pour faire des recherches, et on n'a pas les moyens pour faire les recherches adéquates. Alors, la maladie, la façon dont elle commence. Alors déjà, il faut savoir qu'un médecin, il est rarement en mesure de poser un diagnostic. Pourquoi ? Parce que pendant les études de médecine, le Guillain-Barré, ça se résume à 3 lignes. Donc c'est vraiment un minima. Alors un médecin, quand il va être confronté à quelqu'un qui a les problèmes suivants, puisque ça commence comme ça commence par des fourmillements, des picotements dans les mains, les jambes, le visage, des engourdissements, comme des décharges électriques qu'on reçoit, et puis une faiblesse musculaire qui va grandissante, des difficultés à avaler aussi, et des difficultés à respirer, qui peuvent aller jusqu'à l'aide respiratoire. Hein. Et que je m'y retrouve. Ça peut ressembler à d'autres pathologies, à d'autres oui. sclérose en plaques ou des maladies. Oui, tout à fait, ça peut ressembler à d'autres maladies. Tu parles de la sclérose en plaques, mais il y a une autre maladie auto-immune, la myasthénie, en fait. Voilà, on peut comme ça retrouver. Mais du coup, bon, les médecins sont en manque d'informations. L'information ne circule pas. J'en parlerai tout à l'heure et je citerai des exemples de gens qui m'ont envoyé des témoignages. Les régulateurs du SAMU ne peuvent pas dire tiens, suspicion de Guillain-Barré, parce qu'ils ne sont pas au courant. Donc ça aussi, ça pose vraiment un problème énorme en tout cas. Alors pour poser un diagnostic, en fait, s'il y a suspicion, 2 examens en fait doivent être effectués, une ponction lombaire. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a déjà eu une ponction lombaire.
C'est très douloureux, je vous le dis tout de suite. Alors, c'est long comme une aiguille à tricoter. On vous enfonce ça entre deux vertèbres dans le bas du dos afin de prélever le liquide qui circule autour de la moelle épinière. C'est ce qu'on appelle le liquide céphalorachidien. Donc, c'est quand même très douloureux. Alors, moi, je ne leur en veux pas au personnel soignant parce que de toute façon, il faut bien... Voilà, il s'est passé une chose, c'est que moi, quand j'ai été tétraplégique, en fait, eh ben, ceux qui ne savaient pas faire une ponction lombaire ont appris sur moi. Donc, je n'ai pas eu une ponction lombaire, mais toute une série de ponctions lombaires avec des ratages. Je vous dis pas. Mais en même temps, voilà, donc j'étais de toute façon paraplégique, je ne pouvais pas parler, alors la douleur, bon, une de plus, une de moins, comme qui dirait, parce que quand on est tétraplégique comme ça, il y a quand même... on a des douleurs qui sont inexplicables. Hein. Les nerfs sensitifs semblent fonctionner encore toujours. Donc vous avez des douleurs en vous, parce que là, il faut apprendre à vivre dans son corps, ce qui est quand même particulier en tout cas. Et ces douleurs, en fait, même les médecins ne peuvent pas les traiter, parce qu'ils ne peuvent pas les identifier. On ne peut pas traiter à la base de la cortisone, parce que ça a été testé, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas traiter à base de morphine. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où vous êtes sous aide respiratoire, la morphine, c'est déconseillé. Donc, en fait, les douleurs, voilà, elles existent. C'est des douleurs que nous-mêmes, on ne connaît pas, qu'on découvre, des douleurs nouvelles, des douleurs épouvantables, indescriptibles même, je dirais, parce que j'avais résumé en une phrase sur mon texte, je trouvais ça très beau, enfin très beau. Façon de parler. Quand vous êtes tétraplégique, en fait, c'est un voyage, et en plus avec les douleurs qu'il y avait, qui va au-delà du mal, c'est-à-dire au-delà de la souffrance, comme s'il existait autre chose au-delà de la souffrance. Donc c'est un petit peu, il faut s'imaginer le type de voyage. Alors, mais moi, Jean-François, oui. Tu n'as jamais accouché. Sans péridurale, c'est pas mal. Je te le recommande aussi. Mais alors, j'ai déjà eu des coliques néphrétiques. Et on m'a dit quand même à l'hôpital que c'est l'équivalent quand même d'un accouchement au niveau de la douleur. Donc je connais. Eh ben, tu vois, je peux faire la comparaison. Du coup, ça me semble au-dessus. Ah ouais. Voilà, c'est pas dans ma mémoire parce que c'est gravé. Hein. J'ai attrapé ça il y a très longtemps. J'avais 16 ans. Hein. J'ai été soigné à l'hôpital de Garches. Et pendant des mois, puisque j'étais vraiment tétraplégique relativement longtemps. Et c'est gravé. Hein. C'est un truc, ça ne partira jamais. Alors, comment on traite cette maladie ? Alors, par échange plasmatique, c'est-à-dire qu'en fait, on va remplacer le sang afin d'éliminer les anticorps toxiques. Et la deuxième possibilité, c'est de fortes doses d'injection d'immunoglobine. Pardon ? Immunoglobuline, merci de me rattraper, c'est très gentil à vous. Les je vais avoir du mal à le dire. Hein. Immunoglobulines, c'est des protéines prélevées dans le sang des donneurs en fait. Alors, là je vous ai dit traitement, mais sauf que concernant ces injections, je vous donne un exemple. Hein. Le cas a été évoqué par Madame la sénatrice Catherine Desroches dans une question au gouvernement le 25 novembre 2021. Les échanges plasmatiques sont encore évoqués comme étant non pas un traitement, mais une alternative. C'est quand même incroyable, en raison de la pénurie d'immunoglobine. Parce que, voilà, demain, s'il y a une profusion de malades atteints du Guillain-Barré, on va être en manque d'immunoglobine. On n'en aura pas assez. Ouais. Il n'y a pas un mot plus simple? Parce que là, je pense que je vais le rater à chaque fois, celui-là. Il ne faudra pas m'en vouloir. Et alors, justement, quand je dis on peut être en manque, c'est arrivé au Pérou en 2023.
En 2023, situation d'urgence sanitaire nationale déclarée au Pérou suite justement à l'augmentation de cas de Guillain-Barré. 231 cas déclarés entre janvier et juillet contre 210 l'année précédente au Pérou. Et c'était déjà arrivé en 2019 où il y avait eu 700 cas sur l'année. Il y a eu une explosion de cas de Guillain-Barré au Pérou. Et là, le Pérou, en fait, était... mais ils n'avaient plus de stock d'immunoglobuline. Et donc, ils se retrouvaient dans une situation où ils étaient obligés ils étaient en urgence sanitaire. Alors, pour les cas au Pérou de Guillain-Barré, qui ont été repérés, ça proviendrait en fait du virus Zika et de la dengue, qui est une grippe tropicale. Et en l'occurrence, donc, l'infection virale viendrait des piqûres de moustiques. Voilà, ça c'est. Mais encore une fois, il y a mille et une façons de dire on a eu un Guillain-Barré. Je vous cite l'exemple de Claude Pinault, qui est un entrepreneur français qui a eu le syndrome de Guillain-Barré. Je vous conseille d'ailleurs son livre qui est magnifique, qui s'appelle Le syndrome du bocal. Un livre magnifique. Comment il a attrapé un Guillain-Barré? Piqûre de méduse, qui a déclenché une otite, qui a déclenché le Guillain-Barré. C'est quand même assez incroyable. Hein. Alors, où j'en étais, je ne sais plus du tout. Le diagnostic, oui, j'en ai parlé. Non, j'ai dit quoi? Ah oui, le traitement, j'en étais au traitement et au cas évoqué. Alors, à partir du moment où on est tétraplégique, en fait, ce qui se passe, le rôle de la kiné, ça commence en réanimation, tout de suite. Mais c'est ce qu'on appelle de la kiné passive. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir entretenir... comment dire, les articulations de façon à essayer à mobiliser et à empêcher la paralysie en fait de s'installer définitivement. À partir du moment où on récupère, il y aura une kiné vraiment intense. Une kiné qui peut être avec les ergothérapeutes, les kinés, c'est 5-6 heures par jour. On récupère au goutte à goutte. Il y en a qui récupèrent assez rapidement. On met à peu près 6 à 12 mois pour récupérer et il y en a qui mettent des années. Dans 80% des cas, on récupère. Mais il faut savoir que dans les 20% restants, dans 30% des cas, 20-30%, c'est pareil, on n'a pas des chiffres, mais en tout cas, il y a des séquelles résiduelles. Et dans 10% des cas, des séquelles motrices, avec des gens aussi qui ne peuvent pas marcher ou qui marchent avec une canne, en tout cas. Donc voilà. Ce que je voulais dire, c'est que moi, mon Guillain-Barré, il a commencé d'une manière très particulière. J'ai pas réussi à trouver de témoignages de gens qui ont eu le même parcours que j'ai eu par rapport à mon Guillain-Barré. En l'occurrence, moi, je suis né dans une famille dysfonctionnelle, une famille. J'ai grandi dans un milieu schizophrène et en partie dans le noir. Et avec une absence d'amour total, enfin voilà quoi. Et adolescent, j'ai commencé à vouloir tenter de fuir tout ça, et à partir de 13 ans, j'ai commencé mon errance dans la rue, je peux dire ça, voilà. Donc j'étais un adolescent quand même pas facile. Le Guillain-Barré, je l'ai attrapé à 16 ans, hein, pour tout vous dire. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, à partir du moment où j'ai été malade, où j'ai commencé à avoir ces premiers symptômes, du mal à marcher, du mal à m'alimenter, et ben, ce qui s'est passé, c'est que le médecin famille, avec mon père, en fait, enfin, mon père a signé une décharge pour me faire placer en hôpital psychiatrique, considérant que c'était moi qui ne voulais plus marcher et moi qui ne voulais plus m'alimenter. Donc je me retrouve quand même atteint d'une maladie grave dont je ne sais pas ce que c'est, et je suis interné. Et ce qui va se passer, c'est que dans cet établissement, c'est vraiment un coup rude, hein, je vous dis. Enfin, c'est pas. Je dis une phrase dans le livre qui est quand même assez précise, c'est que, alors déjà, j'étais vraiment dans une famille dysfonctionnelle. Mais pour moi, le fait de m'avoir fait ce coup-là, c'est pire que l'abandon. Je considère que c'est une mise à mort.
Et donc, quand je suis arrivé dans cet hôpital, en fait, la première nuit, je me souviens de tout parfaitement. J'avais 16 ans, mais à partir de 16 ans, quand vous entrez en hôpital psychiatrique, vous basculez dans le secteur adulte. La première nuit, je l'ai passée avec d'autres. Je me souviens quand même de choses, peut-être ça se fait plus en tout cas dans ces milieux psychiatriques, mais de malades qu'on frappe pour leur faire prendre des médicaments de force, par exemple. Mais on m'avait annoncé que de toute façon, le début commencerait le lendemain. Et le lendemain, effectivement, on m'a placé en isolement thérapeutique, considérant que je représentais un danger. C'est quand même, je ne vois pas trop quel danger je pouvais représenter dans l'état où j'étais. Et normalement, d'ailleurs, ça se fait qu'en dernier recours, ce genre de choses. Parce qu'un isolement, en fait, je suis dans une pièce fermée à clé, en permanence, des barreaux, un lit, une table, une chaise. Voilà. Mais sachant que j'avais une difficulté énorme à me déplacer. Quand la porte s'ouvrait, c'était simplement pour poser le plateau pour que je mange sur la table. Il fallait que j'aille jusqu'à la table. Alors, au début, ça paraît facile, mais je mettais déjà quand même plusieurs minutes. Mais la dernière fois que j'ai dû aller, je pense, au plateau, pour essayer de manger, déjà, je ne pouvais pas, de toute façon. J'ai dû mettre 1 heure. C'était effarant. Et alors, en plus, il faut se dire qu'il y a le parcours retour à faire jusqu'au lit. Donc, c'était vraiment très compliqué. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un jour, forcément, ça devait arriver, où j'ai tenté d'aller jusqu'au plateau et je suis tombé et je n'ai pas pu me relever. Je suis incapable de dire combien de temps j'ai passé au sol comme ça, avec de temps en temps la porte qui s'ouvrait et puis qui se refermait, de toute façon, mais j'ai dû passer 24 ou 48 heures, je pense, sans plus pouvoir bouger. Et à un moment donné, il y a quand même quelqu'un qui s'est un petit peu alarmé en disant « Tiens, il se passe quelque chose, c'est bizarre ». Et j'ai senti une panique quand même. Tout ça, c'est gravé, hein, vraiment. J'ai senti une panique et j'ai réussi à sortir en fait de cet hôpital sur intervention du préfet. Parce que quand vous êtes mineur, c'est le seul habilité pour vous faire sortir d'un établissement psychiatrique en cas d'urgence. J'ai été transféré vers un premier hôpital à Saint-Denis, où là, ils étaient un petit peu dépassés dans mon souvenir, mais moi, on m'a très peu expliqué par ce qui se passait. Je sentais quand même que c'était assez... il y avait quand même une panique, parce que mon état s'aggravait, bien sûr, sans explication possible. Ils ont songé à un moment donné à la polio, d'ailleurs. J'ai une question ? Ah oui, j'ai pas situé. Ouais, effectivement, 1981. 81, ouais, j'ai pas situé. Je suis pas gentil. Bon. Et du coup, j'ai été transféré d'urgence vers un autre hôpital, l'hôpital de Garches, où là, j'ai eu de la chance parce que l'hôpital de Garches, en fait, à l'époque, maintenant, il y a la Salpêtrière et puis l'hôpital de Garches, en tout cas, qui soigne vraiment et qui s'intéresse au cas de Guillain-Barré. Donc là j'ai été soigné. Je ne dis pas que le diagnostic de Guillain-Barré a été posé tout de suite, mais en tout cas, voilà, c'est là que j'ai été soigné. J'ai réussi, il n'y a pas grand-chose du point de vue médical, mais j'ai réussi à avoir mon compte-rendu d'hospitalisation de l'époque, quand même. Et c'est là que je me suis rendu compte, je te l'avais fait remarquer, c'est pour se rendre compte quand même. Donc, il existe une AEG importante avec une perte de poids de 17 kilos en 15 jours. Là, vous vous rendez compte de l'étendue quand même des dégâts. Et à Garches, voilà, donc à Garches, je me suis retrouvé complètement paralysé, avec une sonde pour manger, avec une sonde urinaire aussi, et avec la trachéotomie, la machine pour respirer. Je me souviens, parce que j'en avais parlé après, il y a un camarade de l'école avec qui j'étais, j'avais très peu d'amis, mais j'avais un camarade qui est venu jusqu'à Garches. Il est venu une seule fois. Parce qu'il m'a dit, mais quand j'ai vu toutes ces machines, tous ces tuyaux, j'ai eu peur, quoi. Je ne pouvais pas revenir. Et pendant mes mois d'hospitalisation, mon père est passé quelques fois, mais c'est le seul qui est passé. Ma mère n'est jamais venue, bien sûr. Et donc, en fait,
Alors que c'est quand même très important dans ces moments-là, quand même, surtout quand vous passez plusieurs mois, et en plus dans cet état-là de paralysie, j'ai quasiment pas eu de visite. Donc il a fallu que je fasse un travail intérieur sur moi-même. Et quand vous êtes à l'intérieur de votre corps, c'est comme si finalement vous n'avez plus le corps. Et il faut apprendre, je dirais, un langage intérieur avec soi-même. Il faut dialoguer. C'est un combat à mener de l'intérieur, hein, de toute façon. Et comment dire, il y a eu un jour, parce que en fait, ce qui se passe, j'ai un autre témoignage d'une dame qui, elle, a été placée en coma artificiel. C'est peut-être ce qu'il aurait fallu faire à l'époque, finalement. Parce que moi, je ne pouvais pas bouger, mais j'entendais tout. Alors, de temps en temps, on oubliait de me mettre mes lunettes, parce que c'est un peu dommage, parce que je ne pouvais pas réclamer, parce que ça m'aurait permis de voir aussi. Et quant au traitement que j'ai reçu, les traitements à base d'immunoglobuline, je vais y arriver, hein, franchement, c'est la fin des années 80. Donc je ne sais pas quel traitement j'ai reçu. À l'époque, c'était ce qu'on appelle les traitements symptomatiques, c'est des médicaments. Mais je me souviens d'une chose, c'est qu'il y avait un mur en face de moi et que les médicaments que je prenais, la liste partait du haut jusqu'en bas du mur. Donc j'ai pris des milliers de médicaments. D'ailleurs, l'infirmière passait un temps fou à les broyer parce que je ne pouvais pas les prendre autrement. Donc j'ai pris vraiment énormément de médicaments. Et je me souviens d'une fois où, à l'entrée de la porte de ma chambre, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'infirmière a passé les consignes à l'autre infirmière. Puis je suis là, je suis pas là, hein, finalement. À un moment donné, on oublie que je suis là, quoi. Et je pense que même si elle l'a dit tout doucement, mon ouïe fonctionnait très bien. Elle lui a dit d'être particulièrement attentif parce qu'il y a de grandes chances que je passe pas la nuit. Voilà. C'est le voyage continue là, vous voyez. Et voilà quoi. Et j'ai vécu une expérience d'ailleurs assez particulière où je pense, je sais que c'est très particulier, hein, parce que donc dans cette situation finalement j'étais aux portes de la mort. Je pense qu'à un moment donné j'ai franchi la porte. Non, il n'y a pas de lumière, je te rassure tout de suite. L'histoire de tunnel, je n'ai pas vu. Il n'y a pas de tunnel, il n'y a pas de lumière. Non, par contre, j'ai vécu une expérience assez particulière. J'étais dans le lit. Je suis resté dans le lit, mais mon corps est sorti de moi et il était au-dessus de moi. Et je sais qu'à ce moment-là, mais vraiment, hein, je l'ai senti comme ça, c'est oui ou c'est non. Je décide vraiment de me battre ou c'est fini. C'est quelque chose de... Voilà, je le décris avec les mots que je peux, mais le décrire plus, je ne peux pas. Mais je suis certain de ce que j'ai vécu. Voilà, c'est assez étrange. Donc j'ai décidé de me battre, bien sûr. Alors, curieusement, hein, j'ai curieusement parce que quand même, ce qui m'a donné la force de me battre, c'est que dans ce moment-là, en tout cas, c'était, entre guillemets, par esprit de vengeance vis-à-vis de mes parents et pour dire que voilà, j'ai pas besoin de vous. Et donc, la maladie, il y a ce qu'on appelle l'aggravation, il y a ce qu'on appelle le plateau de stabilisation, toute la durée où ça va rester. Oui, vous avez une question? Non. Le pic, oui. Le pic, en fait, il n'y a pas vraiment de pic. C'est pour ça qu'on appelle ça un plateau de stabilisation, parce que souvent les familles, encore aujourd'hui, hein, sont désemparées, parce qu'en fait, on ne peut pas leur donner de réponse. Sur combien de temps ça va durer? Est-ce qu'il va y avoir des séquelles? Même aujourd'hui, on ne peut pas, je vois sur les forums de malades, non, il n'y a pas de réponse, on ne peut rien expliquer. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un plateau de stabilisation, parce que le pic est atteint, mais effectivement, on ne sait pas combien de temps il va durer. Ça reste un mystère. Et après, il y a la régression. Et moi,
Moi, cette maladie, alors avec du recul, moi, je la prends comme un bienfait. Alors, je sais que c'est très curieux de dire ça, mais vu d'où je venais, vu le parcours que j'avais, j'ai considéré que ce moment où j'ai décidé de me battre, j'ai considéré que moi, je me battais, et je me battrais, mais l'enfant que j'avais été, il est mort dans cet hôpital ce jour-là. Pour moi, c'est une naissance. Voilà, j'ai décidé ce jour-là, moi, de naître de ma façon, avec mes propres moyens. Voilà, j'ai décidé ça et en fait, c'est vraiment une naissance parce que ce qui se passe à partir du moment où vous commencez à récupérer, alors bon, c'est une joie énorme hein, de commencer à récupérer, c'est pareil, c'est indescriptible. Mais c'est très progressif, c'est-à-dire par exemple pour apprendre à respirer sans la machine, bah, c'est pareil, il faut apprendre parce que vous avez respiré avec le rythme de la machine qui n'est pas votre rythme respiratoire. Il faut réapprendre à respirer avec son propre rythme. Au début, on vous débranche 10 secondes, le lendemain 30 secondes et on y va progressivement. Mais surtout, bah, il faut tout réapprendre. Il faut réapprendre à servir d'une fourchette. Il faudra apprendre à manger. Au début, c'est de la bouillie. Au début, c'est de la purée. Voilà, c'est comme un bébé finalement. Donc c'est pour ça que je considère que je suis né ce jour-là, quoi. Réapprendre à servir d'une fourchette. Quand vous commencez à vous réalimenter, le goût, vous l'avez pas. Il faut réapprendre le goût. Quand vous commencez à parler, c'est pas la même voix que vous aviez avant. La voix, il faut qu'elle se replace. Donc tout ça mène en fait à, pour moi, une vraie naissance, quoi. Bon. Voilà. Oui, il y a peut-être des questions? Ouais. Alors justement, mon livre explique tout ce parcours hors norme avec cette famille. Je te répondrai non. Mon père a été atteint de la maladie de Charcot. Moi, je ne les ai pas vus pendant 25 ans. J'ai un frère jumeau qui n'était même pas au courant que j'avais été interné d'ailleurs. Il a fallu qu'il l'apprenne 20 ans après. Et j'ai voulu avoir une explication avec mon père. J'attendais le moment. Il n'en avait plus pour longtemps. Et au moment où j'ai voulu lui pardonner, il s'est mis à pleurer. C'est la première fois que je le voyais pleurer. Et il pleurait sur son sort, hein, pas sur le mien. Il ne m'a pas présenté d'excuses. Il m'a simplement dit « Pourquoi ça m'arrive à moi? On était si heureux. » Bon, à 10 secondes près, j'ai quand même failli lui dire que je le pardonnais. Hein. Finalement, j'en ai décidé autrement. Mais voilà, le livre parle de mon parcours à l'hôpital, du parcours en internement psychiatrique, il parle de mon enfance, il parle de toute cette vie en fait qui est complètement chaotique, hors norme. Moi, je la qualifie d'hors norme parce que ce qui s'est passé, c'est qu'en sortant de cette maladie, alors là, par contre, il y a un moment d'euphorie. Hein. Même quand j'ai marché longtemps avec des béquilles, tout ça, mais c'est vraiment un moment d'euphorie, quoi. Tu es reparti à la rue en sortant? Non, pas tout de suite, pas tout de suite. Je suis reparti un petit peu chez mes parents. Après, j'ai été placé en foyer. Et après, effectivement, pour moi, c'était le moment d'euphorie, il a fait suite à un moment de... Forcément, ça pouvait pas durer, quoi. Et non, j'avais plus confiance en personne et j'ai passé 3 ans à la rue, ouais, jusqu'à 22 ans. Donc où là, des gens m'ont aidé parce que c'est pareil, on vous tend la main, des gens prennent le temps. Il a fallu longtemps. J'ai été placé 1 an dans un foyer pour jeunes adultes en difficulté où j'avais juste à penser à me reconstruire. Il y a très peu de place, je suis tombé au bon endroit avec des gens qui vraiment ont pris le temps pour me reconstruire. Et alors pourquoi un livre et pourquoi les livres? Pourquoi? Parce que
Très jeune, moi, les mots, ça m'a toujours attiré. Et en fait, je commençais vers 12 ans à écrire des petits bouts de trucs. C'était en fait mon premier dialogue, ça n'a pas été avec quelqu'un, ça a été avec les mots. Et c'est pour ça que j'ai un tel amour des mots. Et mon livre et mon écriture, elle est très particulière. Et elle vient justement de cet état dans lequel j'étais de tétraplégie, c'est que mon écriture, elle vient de l'intérieur. Elle est chargée d'émotions. Alors, il peut y avoir un mot comme ça, douloureux, mais pour moi, le plus important, c'est la phrase, et c'est toute la beauté que je vais aller chercher et pouvoir mettre autour. C'est simplement dans le titre, hein. Ah oui, il y a le mot mourir, il y a le mot un jour, mais il y a le mot bon. Voilà, c'est l'exemple. En fait, on peut tirer un mot et finalement changer tout le sens d'une douleur. Oui. Alors, non seulement ça sert de thérapie, mais parce qu'il y a quand même un truc, et ça aussi c'est valable encore de nos jours. Imaginez-vous quelqu'un qui attrape le Guillain-Barré sous une forme sévère. Jamais, à aucun moment, ne se pose la question de l'aide psychologique qu'on peut lui apporter. Et encore aujourd'hui. Moi, sur le compte-rendu d'hospitalisation, il y a bien marqué « hospitalisé dans une clinique psychiatrique ». Personne ne m'a jamais posé la question de savoir si c'était normal ou si j'avais besoin d'aide en sortant de l'hôpital. Personne ne m'a posé la question. Alors qu'en fait, oui, il aurait fallu. Voilà, donc c'est complètement... Et à propos de ce manque justement de ce manque de soutien, je voulais citer quelque chose, mais alors il faut que je le retrouve, excusez-moi. Je sais pas où j'ai foutu ça. C'est une question qui a été posée à l'Assemblée nationale tout récemment parce que... elle est où cette question? Il faut que je la retrouve. Ah voilà, la voilà. Sur la méconnaissance de la maladie. C'est un conseil que je vous donne parce que ça peut être intéressant, surtout si vous posez des questions hein, sur la vie quoi, en général. Moi, je me suis inscrit sur le site de l'Assemblée nationale. J'ai mis des mots-clés sur justement des questions auxquelles j'aimerais entendre des réponses. Et ça vous permet de suivre en direct, voilà, d'être intéressé par des questions parce qu'il se pose tellement de questions à l'Assemblée que finalement, on ne le sait pas. Alors, donc, à ce sujet, au sujet de la méconnaissance de la maladie, une question qui a été reportée au journal officiel, bien sûr. La question est pour l'instant sans réponse, posée à l'Assemblée nationale à Madame la ministre de la Santé par la députée Anne Le Henanff en date du 12 novembre 2024, c'est tout récent. Madame Anne Le Henanff appelle l'attention de Madame la ministre de la Santé et de l'Accès aux soins sur la reconnaissance et la prise en charge du syndrome de Guillain-Barré. Bien que le traitement précoce améliore considérablement le pronostic dans de nombreux cas, la méconnaissance de cette pathologie par de nombreux professionnels de santé demeure trop fréquente et trop lourde de conséquences. Parce que plus c'est pris tard, plus les séquelles vont être irréversibles. Et la rapidité aussi de pouvoir s'en remettre. Parce que certains, ça peut être 3 ans, hein, c'est vraiment très long. Il y a une telle méconnaissance, et la méconnaissance, elle est de la part des régulateurs du SAMU aussi. Hein. J'ai 2 témoignages de personnes qui ont été refoulées par les régulateurs du SAMU, refoulées aussi à l'entrée d'un hôpital, en disant non mais c'est une fatigue, une dépression, voilà, c'est tout, c'est pas grave, rentrez chez vous, prenez un Doliprane. C'est quand même, voilà, c'est quand même un petit peu embêtant. Ah ben, alors, je finis la question qu'elle a posée. En effet, un diagnostic tardif dû notamment à une méconnaissance dans le cadre des formations médicales retarde de facto l'intervention médicale et aggrave l'état des patients. Par ailleurs, la rééducation des patients longue et éprouvante inclut un aspect psychologique souvent négligé, alors que cette maladie laisse des séquelles profondes.
Cependant, les patients et leurs familles n'ont pas toujours accès à un soutien adéquat face à l'anxiété et à la détresse émotionnelle qu'elle cause. Dans ce contexte, elle souhaite savoir quelles mesures le gouvernement envisage pour renforcer la formation des professionnels de santé sur le diagnostic et la prise en charge de ce syndrome et pour améliorer l'accompagnement psychologique des patients. Voilà. Encore aujourd'hui, la question se pose. Alors pour ce qui concerne le miracle, parce que moi, on n'en a jamais parlé à l'hôpital de cette maladie, il y a quand même, voilà, quand j'allais mieux, là on me l'a dit, c'est même un gros miracle que je m'en sois sorti. Ils me l'ont dit, voilà. Mais on ne m'a jamais expliqué ce que j'ai eu. On ne m'a jamais expliqué. On ne m'a rien expliqué. Ouais. Non, je ne sais pas du tout. C'est pour ça que je dis qu'on vit avec une épée de Damoclès. Et moi, je dis mon Guillain-Barré, mais à partir du moment où vous avez eu le syndrome, d'ailleurs, c'est un truc assez curieux. Les malades disent souvent mon Guillain-Barré. C'est vraiment ça, quoi. On reste avec, hein. On n'a pas d'explication, donc on continue à vivre avec. Mais non, même encore de nos jours, hein. Parce que là, oui, effectivement, c'est 1980, on peut se dire, je viens de citer ce qu'a dit la députée, il n'y a pas de changement, hein, de toute façon. Des séquelles, non, mais enfin, j'ai des moments de fatigue. Avant mon accident, j'ai des moments de fatigue qui sont incroyables, des chutes, mais pour lesquelles je n'ai pas d'explication. Des moments de faiblesse, ouais, voilà. Il y a des jours où c'est même pas la peine, quoi. Pour me lever, ça va être très compliqué, quoi. Non, les douleurs fantômes, j'en ai pas. Mais je pense que je suis blindé pour les douleurs, donc ça doit être pour ça. Il y a certaines douleurs que je ressens plus. Elles veulent plus de moi. Eh ben non, non. Alors, ah oui, je le sais pas. Mais tout à l'heure, je vous ai dit un truc important. Il faut que je le retrouve. Vraiment, les papiers, moi, c'est très... je suis très volatile. Hein. Alors, je vais le retrouver. C'est un bordel. On ne sait pas. Alors, ça peut être viral, bactérien, ça peut être dû à une grippe, quelque chose qu'on a eu avant. Et puis il est dit dans certaines études, mais c'est pas poussé, c'est pas recherché, que ça peut être à cause d'un vaccin. Voilà. Et ça, je vous ai dit au début, 1700 cas par an. Le nombre de cas a augmenté, il aurait dû être régulier. Hein. Pendant le Covid-19, on a atteint les 2000 cas. Quand même une différence énorme. Hein. Donc effectivement, le Covid-19 pouvait déclencher des Guillain-Barré. Hein? Le vaccin du Covid-19 pouvait déclencher des Guillain-Barré. Sauf que, et ça pour nous c'était une inquiétude, hein, tous les malades de l'époque. Tu voulais poser une question ? Eh ben oui, tu vois, il y a des tas de questions qui se posent, mais j'ai quand même l'impression que des recherches poussées dans ce sens-là, ça gênerait quand même l'industrie pharmautique. Il faut bien dire les choses. Hein. Je veux pas. C'est pas la peine de tourner autour du pot, mais franchement, ça les emmerderait, quoi. Ça les emmerderait. Ce serait dissuasif pour encourager les populations à se vacciner. Le bienfait est meilleur et statistiquement meilleur que. Exactement. Et 2-3 médias avaient sorti l'info risque Guillain-Barré. Je vous dis pas, nous anciens malades, on se dit mais alors on le fait le vaccin du Covid ou pas? Et chacun, hein, je ne suis pas le seul, moi j'étais voir mon médecin, et sa réponse c'est « je ne sais pas ». J'ai fait le premier. Et j'ai vu un autre médecin qui m'a dit « après, vous n'auriez pas dû le faire ». Je dis « ouais, voilà ». Et puis un autre qui m'a expliqué « oui, mais attendez, vous ne vous rendez pas compte, parce que par exemple le vaccin contre la grippe, est-ce qu'il faut le faire ou pas du coup aussi ?» Il dit « oui, mais il faut mesurer le risque-bénéfice ». Parce que c'est vrai qu'après tout, c'est 20 à 30 000 personnes qui meurent de la grippe chaque année. Pour quelques Guillain-Barré.
Voilà, on vous pose dans la balance le fait que, après tout, attendez, on a quand même le coup de le faire, quoi. Mais il y a eu ce qui s'est passé, c'est que donc il y a eu quand même une remontée de ce nombre de cas pendant le Covid qui a augmenté. Et en juillet 2021, c'est la preuve quand même qu'il y avait un lien direct avec le Guillain-Barré, même si ça n'a pas, voilà, c'est jamais énoncé. Quand même, en juillet 2021, l'Agence européenne des médicaments a ajouté à la notice du vaccin Covid l'AstraZeneca, surtout celui-là, risque potentiel de syndrome de Guillain-Barré. C'était ajouté sur la notice. C'est trop tard. Hein. Ceux qui étaient malades ceux qui avaient attrapé déjà le Guillain-Barré, ils avaient fait la. Voilà, donc c'est quand même. Non, voilà. Le truc, c'est que moi, je le sais parce qu'il faut aller le chercher dans les médias, mais. Non, et puis attends. Ouais, voilà. Et puis alors, ce qui se passe, c'est que là, je suis en train de parler d'une maladie, mais il y en a 7000 rares derrière. Donc, que le grand public soit pas au courant, c'est normal. Hein. Enfin, voilà. Non, mais il faudrait qu'ils sachent les symptômes de 7000 maladies, quoi. Ce qui m'embête, c'est qu'au-delà du médecin, quand on a fait quand même quand on a été vacciné pour le Covid, dans mon souvenir, on remplit une fiche et on voit quelqu'un en face de vous. Donc on l'informe quand même de ce qu'on a. Je ne suis même pas sûr, après coup, qu'il ait lu ce que j'ai écrit. Hein. Je me pose la question, parce qu'il m'aurait quand même dit « Ah, ça ne vous empêche pas ». Il ne m'a rien dit du tout. Donc, oui. Je vais juste interrompre un petit instant, histoire de vous dire que on m'a dit que les questions, on ne les entend pas à la caméra, donc je vais vous donner le micro afin de poser la question et d'avoir la réponse avec la question. Alors bonjour, donc Bonjour. mon mari a eu 2 syndromes de Guillain-Barré. Mon mari a eu deux syndromes de Guillain-Barré. Un premier en 2003, qui a été diagnostiqué tout de suite par SOS Médecins Boulogne-Billancourt, puisqu'on vivait là-bas. Juste une parenthèse, ça c'est possible, parce qu'il a certainement eu affaire à quelqu'un qui a déjà eu affaire à ce cas, en fait, et qui a tout de suite il a eu de la chance. Oui, il a eu de la chance. Il a donc été hospitalisé dans le centre des maladies rares de Kremlin-Bicêtre pendant 11 jours. Alors, il était paralysé, mais il n'avait pas eu l'atteinte pulmonaire. D'accord. Voilà, il respirait encore. Mais donc, il a été paralysé très rapidement. Hein. En 48 heures, au début, les jambes, et après, il ne pouvait plus faire un pas. Il était pratiquement à 4 pattes, et c'est là qu'SOS Médecins est venu, et voilà. Et donc, il a fait... Parlez bien près du micro. Pardon. Il a fait donc 11 jours à Kremlin-Bicêtre, sans des maladies rares. Ensuite, il a récupéré en quelques mois, et on avait oublié le syndrome de Guillain-Barré. Alors, il l'avait développé à la suite d'un épisode infectieux. Sans gravité, rhinopharyngite, un peu de tout. Oui, voilà. Et voilà. C'est des choses. On n'attrape pas quelque chose de grave avant. Hein, c'est quelque chose qui peut être complètement bénin, la preuve. Pour info, quelqu'un qui n'était jamais malade, sportif, voilà. Donc un bon état général. Donc on avait oublié cela. Ceci dit, le professeur des maladies rares avait dit à mon mari, vous partez souvent le week-end? Il m'a dit oui, on va à la campagne, à côté de Vierzon. Ayez toujours sur vous votre dossier comme quoi vous avez fait un Guillain-Barré. Alors on a dit ah bon? Il y a très peu de récidives, donc on avait oublié totalement cela. Par contre, 6 ans après, en mars 2009, il a eu un épisode infectieux sans gravité, comme la première fois. Et là, en 12 heures, il était paralysé. Il est arrivé aux urgences à Vierzon. Il a dit, j'avais le dossier. J'ai dit, ben voilà, il a eu un... Et il a dit, je sais ce que c'est mon Guillain-Barré qui me reprend. Tout à l'heure, je voulais... Mon Guillain-Barré. Voilà.
Donc, alors là, il a eu encore une ponction lombaire parce qu'il fallait confirmer le diagnostic. Tout à fait. C'est ce qui a été fait. Et le lendemain matin, il a été transféré à Kremlin-Bicêtre puisque le professeur nous avait dit, s'il y a une récidive, revenez dans notre service. Donc, et alors là, ça a été le Guillain-Barré dans toute La forme sa sévère. splendeur, si on peut appeler ça. 3 Ouais. mois en réa, Ouais. 2 mois en neurologie. Il a été hospitalisé en tout 18 mois, 11 mois de rééducation. Il est en fauteuil roulant, beaucoup de kiné. Malgré tout, il attrape peu de choses. Et voilà, beaucoup de kiné, une vie compliquée, de la fatigue, les muscles des jambes qui peinent à récupérer, les mains aussi. Ouais. Et pour mettre une petite cerise sur le gâteau, si on peut dire, il a dû être opéré de prothèse d'épaule d'une, parce qu'à force de compenser le mouvement de se soulever de son fauteuil pour se relever, il s'est détruit les 2 épaules. Donc il a été opéré cette année en février. Il est rentré hospitalisé à Saint-Doulchard le 19 février, opéré le 20. Ça s'est très bien passé. Seulement là-bas, il a attrapé une maladie nosocomiale. Donc, il a été réopéré 1 mois après et à la date où je vous parle aujourd'hui, il va sortir de son hospitalisation lundi 2 décembre. Et le fait d'avoir été immobilisé à cause de la prothèse d'épaule fait qu'il a perdu beaucoup de ses jambes et tout, et il est encore plus dépendant qu'avant. Ceci dit, il a un mental et un moral Ah bah oui. incroyables. Oui. Tous, Oui, les bah ça- médecins, tous les médecins nous le disent et tout. Hein. Ah mais ça c'est vraiment ça, hein, je veux dire, la possibilité de s'en Oui. sortir. Mais je pense que vraiment quand on passe par chemin, oui, le mental il en sort renforcé. Oui, Hein. il en sort Je le vois renforcé. souvent dans des, même si les gens sont en détresse d'explication, c'est quand même le mental il a pris le dessus. Oui. Ça c'est important. Hein. Mais enfin voilà, c'est un cas. Et ce que vous avez évoqué tout à l'heure en disant que vous avez vu l'épisode où votre corps se Oui. il l'a vu aussi quand il On est était bien en d'accord. réa. Et c'est Mais pas un tunnel, hein, parce que souvent les gens disent ah, mais un tunnel avec de la lumière. Non, non. non, Et vous voyez, ça me fait plaisir parce que il l'a eu. c'est pas une hallucination parce que on peut se dire ça, hein, mais quelqu'un me l'avait déjà aussi raconté, m'avait dit mais moi aussi ça m'est arrivé. Vous êtes la 3e personne, Voilà. donc c'était pas des hallucinations, c'est bien quelque chose à un moment donné qui se produit, d'inexplicable en tout cas, mais Et il a pu me le dire qu'à la sortie de la réa, parce qu'il a eu la trachéo, la oui, sonde gastrique, la sonde ouais, comme urinaire. moi, il était tout équipé. Il était tout équipé et au début de la réa, on m'a appris à communiquer avec un tableau avec des Oui. lettres. Oui, voilà. Voilà. Moi, j'avais pas ça à l'époque. Hein. Donc, mais ça, c'est très utile, oui, un tableau avec des lettres pour pouvoir Oui. justement communiquer, quoi. J'essayais de communiquer. Parce que ça, c'est terrible d'être en souffrance et de ne pas pouvoir communiquer, même si on est mal et si on se sent très mal, on ne peut pas le dire, quoi. Ça, c'est. Ah ben, oui. Ouais. Oui, Ben, mais enfin, si, oui, mais il y avait moi- quand même le personnel soignant. Il y a mais moi, des... je- Puis ils sont formidables. Ça, oui. je sais pas. Oh si... oui, oh oui, là, ça- ils étaient. C'est d'un dévouement, mais c'est vraiment. Parce que, bon, quand vous allez une petite semaine à l'hôpital, oui, ok, bon. Mais là, quand vous passez beaucoup de temps, vous vous rendez compte de l'attachement qu'ont ces gens Oui, et du travail au quotidien qu'ils font, Oui. c'est quand même formidable. Oui. Moi, j'étais totalement à leur merci, étant tétraplégique. Ben, on me bichonnait, Mm. on me rasait tous les jours, ce qui était Oui. complètement... Mais bon, on me rasait tous les jours. Et de temps en temps, il y avait ce qu'on appelle la toilette complète. Mais j'étais alors merci, quoi. Et la toilette complète, c'est pas simple, hein, parce qu'on vous met sur une civière, il faut vous soulever de cette civière, il faut être à 3 vraiment pour pouvoir faire ça, quoi. Et voilà, c'est d'un dévouement, mais Donc voilà. inimaginable. Voilà.
Et alors chez vous, vous allez être aidé pour Alors là, justement. il y a des aides parce que avec cette nouvelle période d'hospitalisation assez longue, il a encore perdu. Donc, au début, il va y avoir 3 fois par jour quelqu'un qui va m'aider. Alors, le matin pour la toilette, ensuite, après déjeuner, s'il a envie de faire la sieste ou d'aller aux toilettes, par exemple, et le soir au coucher. Voilà. Une petite question, est-ce qu'il a l'invalidité? Oui, elle va être oui, oui, Voilà. il est ah ben oui, Oui, depuis non, parce que oui, certaines personnes me disent que c'est pas oui, systématique parce que oui, oui, mais le Guillain-Barré là, n'est pas sur la liste. de La fibromyalgie. Et pas sur la liste. oui, oui, Donc certains se l'ont vu refuser. Hein. oui, non, non, mais il a Bon, bah, et ça va être révisé parce qu'il est encore plus, ouais. on va dire dépendant qu'avant, mais malgré toute sa volonté et tout, il récupère un petit peu de ce qu'il avait perdu tellement il et oui, je voulais dire quelque chose aussi à propos du livre de Claude Pinault. Oui, Le syndrome du bocal. Donc oui. le deuxième Guillain-Barré, c'était en mars 2009 et le livre de Claude Pinault Ils est sortent. sorti en avril 2009. Ouais. Et je l'ai découvert au journal télévisé le soir. J'ai vu l'entretien avec Claude Pinault. Ouais. Le lendemain, j'allais à la FNAC acheter le livre. Je l'ai lu dans la nuit. Et bien que mon mari soit... J'allais en réa tous les après-midi. Hein, je Ça vous a m'arrangeais aidé? avec... Ben, ça l'aidait lui. Et puis le Ouais. livre, je lui lisais des passages pour essayer lui dire, eh ben voilà, il y a ce monsieur qui l'a eu aujourd'hui. Puis il s'est battu, hein, parce que s'est lui, il a été battu. tétraplégique Oui, et voilà, sur son livre, c'est vraiment. oui. Donc Ouais. voilà, ça nous a aidés. Hein. Moi, je lui disais, on avançait, puis il y a un petit côté sympa dans le livre de Claude Pinault. Donc Il y a mis une pointe d'humour. tout à fait. Donc Ça là-dessus. c'était très bénéfique. Ouais, ouais, ouais. Mais Voilà. ouais, bah, c'est très touchant. Bah, Ben parce oui, que je parlais des récidives. Voilà. oui, Moi, je dis vraiment, c'est une épée. Hein. Moi, parce que même à mon pire ennemi, je ne souhaite pas d'attraper ça. Hein. oui. À C'est pro- c'est dire. Hein. oui. À propos de la vaccination anti-Covid, on lui a jamais donné l'autorisation de se vacciner, par contre, parce qu'il était allé sur des sites aux États-Unis et Bah, de toute façon, il avait bien vu. voilà, il a dû être confronté au même problème, c'est qu'on a été la chercher l'info. Ah ben oui, tout à fait, il a été la chercher. Voilà. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'on doit aller chercher l'info. Mais pourquoi le personnel médical n'a pas été chercher l'info, quoi, je veux dire. Et les infos étaient contradictoires parfois Oui. en plus. Alors, c'était très compliqué, quoi. Parce qu'en plus, il y a les antivax qui, alors eux, Oui. ils mettaient la barre très haut. Non, mais voilà. Bon, voilà. C'est tout. Ben, merci parce que c'est voilà, vous vous êtes un peu retrouvé peut-être dans ce que j'ai dit. Oui, ou... tout à fait, Ouais, tout à fait. ouais. Bon, Oui. ça me touche particulièrement. Je ne sais pas s'il y a d'autres. Oui. Donc en lien avec ce témoignage et aussi à ton histoire, Jean-François, par rapport au mental, est-ce que tu trouves que tu es un peu un surhomme par rapport à tout ce que tu as traversé ou pas du tout? C'est gentil. Ah bah, un petit peu quand même, oui. Je vais le dire modestement, hein, mais un petit peu, ouais. C'est un modèle de résilience. Et tu vois, par exemple, mon écriture, si j'avais pas eu ça, je me poserais des questions. Ben non, mon écriture, moi, je vais au-delà des questions. Je me pose d'autres questions, j'ouvre d'autres portes. Et c'est pour ça que je dis, ça peut paraître assez, toi tu l'as lu Annie, mais ça peut paraître assez difficile à lire. Non, mais c'est écrit de l'intérieur. Hein. Je ne peux pas écrire autrement que de l'intérieur. Et c'est parce que j'ai eu cette phase et que j'ai vécu ça, je ne peux pas faire autrement qu'aller chercher des émotions. Et encore une fois, d'aller chercher quelque chose qui soit beau, quoi. Parce que les mots mis dans leur ensemble, finalement, sont très beaux. Même si je parle de quelque chose de douloureux, il faut qu'il y ait quelque chose qui jaillisse. Ah, c'est très particulier, hein, ça je.
Mais on peut être surpris, oui, effectivement, on peut être surpris. Hein. Qu'est-ce que j'avais oui, j'avais reçu 2 témoignages. Vous voulez que je vous les lise ou pas? Justement, de gens qui ont été confrontés. Ils me les ont envoyés, alors je trouvais bien de les lire. Le premier, c'est voilà. Donc, il n'y a pas les noms de villes, hein, c'est pas ça, c'est secondaire. Ma fille de 4 ans a eu le. Elle est où la 7e page? Attendez, parce que il m'en manquer un bout. Je suis toujours comme ça, il y a toujours des papiers partout. Ma fille de 4 ans a le SGB. Alors oui, alors on dit souvent SGB, syndrome de Guillain-Barré. Hein, on dit voilà, entre malades, c'est un code. Première fois en juillet. Première fois, vous voyez. Hospitalisé 5 jours avec ponction lombaire, EMG, cure d'immunoglobuline pendant 5 jours. Récupération quasi totale à la sortie de l'hôpital. Il nous avait dit 6 mois de kiné et tout sera terminé. Rechute au mois d'octobre. Cure. Merci, c'est gentil. Durant 5 jours. Aujourd'hui, elle doit être hospitalisée tous les mois pour des cures d'immunoglobuline sur une période de 6 mois. Et après, peut-être, ils pourront nous en dire plus. Vous voyez, on ne peut pas. De toute façon, il n'y a pas de réponse. Et je pense que vous avez eu le même souci, c'est que vous pouvez en poser des questions, mais c'est pas qu'ils veulent pas, ils sont dans l'incapacité de répondre de toute façon. Hein. Je dirais qu'aujourd'hui, nous vivons dans la peur du lendemain, peur que tout ça revienne encore une fois, peur des séquelles, peur pour son avenir, car personne ne nous dit trop rien en fait. Je pense que personne ne sait vraiment. Notre fille suit tout cela sans trop rien dire et elle sait que les traitements lui font du bien, alors elle accepte et voit le bon côté des choses. C'est une guerrière, voilà. Mais c'est ça, hein, c'est l'exemple. On parle de mental, mais non, en fait, on est devenu un guerrier, quoi. Ouais, moi, je préfère le mot guerrier, d'ailleurs. Hein, je trouve ça... ça envoie plus de peps. Si jamais, là, je vais m'adresser plus au chat en live. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Ça peut être toujours intéressant. Toutes les questions sont les bienvenues. Et une nouvelle question, du coup, de l'autre côté. Faut que j'arrive à passer le micro. Mais du coup, comme vous disiez, du coup, suite au syndrome de Guillain-Barré, du coup, votre mental s'est renforcé et vous êtes du coup, vous avez du coup eu ce que vous appelez un mental de guerrier. Mais on dit bien souvent que, parce que vous avez dit tout à l'heure que ce qui vous avait fait tenir, c'était la vengeance envers ce qu'avait fait votre père en vous envoyant dans l'hôpital psychiatrique. On dit souvent que la vengeance n'est pas bonne conseillère. Alors, y a-t-il eu d'autres facteurs qui a aidé à améliorer votre mental? Non, la vengeance m'a été utile à ce moment-là, mais je l'ai vite, une fois que j'ai commencé à aller vers la guérison, je l'ai vite oublié. Je me suis mis une chose en tête, et ça, je m'y suis tenu jusqu'à aujourd'hui. Justement, je ne veux pas d'aigreur et je ne veux avoir de haine envers personne. J'ai avancé, moi, de la façon suivante. Tout le travail, je l'ai fait de moi. S'il m'arrive quelque chose, c'est de ma faute. C'est pas de la faute des autres. Moi, parce que vraiment, je partais de loin, quoi. Je veux dire, je me suis cultivé à outrance. J'ai tout fait vraiment à outrance pour être dans le meilleur. Et en fait, je me souviens quand j'étais jeune, ouais, je me levais le matin. La première chose que je faisais, c'est que je me regardais dans le miroir et je me disais à moi-même, mais t'en fais pas assez là. Faut que tu continues, quoi. Je me le renvoyais à moi-même. Et je me mettais des coups de pied au cul. Mais non, la vengeance, sur le moment, ça a été ça a servi de ressort, mais il est hors de question. Alors ça, moi, effectivement, il faut surtout... c'est la faute à personne, hein, de toute façon, c'est comme ça. Et puis, je vis pas avec ça. Non. Alors moi, je parle pas de vengeance, mais est-ce que tu n'as pas l'impression que ta vie d'aujourd'hui, c'est quand même une revanche par rapport à la première partie de ta vie, en tout cas? Alors oui, et puis en même temps, je me dis, parce que vu le nombre de choses qui m'est arrivé depuis, je ne sais pas pourquoi,
Oui, j'ai remonté, mais j'ai une vie toujours. Il m'arrive toujours des trucs. À un moment donné, j'aimerais bien quand même ça se calme, quoi. C'est pas. Exemple, là, je vis avec une canne tout simplement parce que à Vierzon, il y a quelqu'un qui est venu me percuter sur le trottoir et qui en plus c'était pas suffisant, il a accéléré. Donc il m'a projeté plusieurs mètres plus loin sur la route. Donc ma jambe est foutue. Donc voilà, je fais toujours des trucs. C'est pas commun, je sais pas pourquoi. C'est comme si ma vie, en fait, elle était un éternel combat. Mais c'est pas ça qui va me faire baisser les bras. Alors, je sais pas s'il y a quelqu'un qui espère que je change de petit qui s'est gouré. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui. Bonjour, pourquoi dans ton livre, tu écris à la deuxième personne? Pourquoi? Dans ton livre, tu écris à la deuxième personne. J'écris tu et pas je. Il n'y a pas une seule fois je dans le livre. Ouais. Alors, pourquoi? J'ai donné en partie la réponse, parce que déjà, la première partie, c'est mon enfance. Moi, je m'adresse à cet enfant, je lui dis tu, en fait. Je ne veux pas dire je, hein. Pour moi, comme j'ai dit, hein, de toute façon, il est mort. Donc, je m'adresse à lui avec le tu. Pour moi, ça inclut la lettre T, tu, elle inclut de la tendresse. Ça commence par un geste de tendresse. Quand tu dis tu à quelqu'un, tu renvoies quelque chose de tendre. Quand tu dis je, tu t'appropries. Et moi, je ne veux pas m'approprier les choses. Je peux terminer par un deuxième témoignage. Là, qui montre bien justement le problème quand on arrive et qu'on a ces symptômes. Hein. 2 juillet 2000. Je suis mal, je retourne aux urgences, je fais face à un dialogue de sourds, on ne m'entend pas. Rien ne va. 25 juillet, je suis au plus mal, prisonnier dans ce corps que je ne reconnais pas, moi, un sportif, je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Retour aux urgences. Vous dites. Alors, retour aux urgences, on a beau tenter d'expliquer, refoulé de nouveau. 4 fois. 2 août, rendez-vous avec un gastro-entérologue qui, pour la première fois, m'écoute et exprime un diagnostic. Il a fallu qu'il rencontre la bonne personne qui est une suspicion, en tout cas, de Guillain-Barré. Je suis enfin hospitalisé, c'est une véritable descente aux enfers qui va suivre. Aujourd'hui, 20 novembre, je ne marche pas seul, j'ai de très fortes douleurs dans tout le corps et je suis en fauteuil roulant. 4 fois. Appelez le SAMU qui vous oriente vers les urgences et 4 fois refoulé aux urgences. Parce que on vous dit, mais non, c'est vous, quoi, c'est pas... C'est un autre exemple. Et comme ça, il y en a à l'appel, quoi. C'est effarant, hein. Et là, on parle d'une maladie. Alors, je pense qu'il y a un gros travail à faire. Bon. En tout cas, moi, cette conférence, c'est la première que je fais. Hein. J'espère que ça a été, parce que c'est un peu j'essuie les plâtres. Hein. Moi, pour 2025, je vais m'engager beaucoup plus et m'engager pour porter la parole, en tout cas par rapport à cette maladie. Je vais m'informer, je vais rencontrer des gens, je vais faire des... Voilà, ça c'est un de mes objectifs pour l'année prochaine. Il y aurait dû y avoir Patricia Claus qui aurait dû être présente. Patricia Claus, je suis en contact avec elle, elle vit en Belgique et elle s'occupe de l'association d'aide aux victimes, d'aide aux malades de Guillain-Barré en Belgique. C'est une association qu'elle a créée il y a 27 ans. Et elle avait été atteinte elle-même du syndrome de Guillain-Barré. Et puis, elle n'a pas pu venir, mais on a tout son soutien et puis sa parole, voilà, qui est importante. Et là, je lui fais la promesse que j'irai faire une conférence en Belgique aussi, prochaine étape, parce que ça me semble important d'en parler. Et puis
d'organiser de façon live, en tout cas, parce qu'on sait très bien, hein, je veux dire, on est si peu que finalement, on ne peut pas faire venir des malades de Guillain-Barré, c'est très compliqué, quoi. J'en connais pas à Vierzon, par exemple. Donc, voilà, quoi. Vous êtes d'où, madame? Vous êtes de... Ah, d'accord. Non, c'est pas loin, hein. Mais effectivement, vous ne devez pas connaître d'autres cas autour d'eux. Attendez le micro, madame. Oui, comme on connaissait pas mal de monde dans la région, puisqu'on est originaire de D'accord. Vierzon, depuis qu'on est revenu vivre de la région parisienne depuis 2010, il y a eu plusieurs cas de Guillain-Barré. Il y en avait eu un à Tégnoux, il y en a eu à Genouilly, les petits villages à côté. Ce qui est étrange dans ce que vous dites, c'est qu'on peut avoir plusieurs cas finalement en même temps. Quand j'énonce le nombre de cas, c'est sur un an. Bah mais, là, c'était pas en même temps parce que ça ouais, nous a été rapporté mais, il y a quelques, peut-être 2-3 ans. mais ça fait beaucoup sur un secteur quand même, hein, malgré Et tout, ça quoi. veut dire qu'il y en a Il y en a des cas ouais, de. effectivement. Oui. J'ai un ami qui aurait dû être là, Thierry Sureau, qui travaille à Georges Sand, et qui m'a dit que pendant le Covid, il y a eu 2 adolescents qui avaient ces symptômes, et il y a eu suspicion de Guillain-Barré, et apparemment, ils ont dit c'est pas Guillain-Barré. D'accord. Voilà. Bon, donc, est-ce que ça arrive aussi Parce qu'on peut avoir des formes de Guillain-Barré qui ne sont pas sévères. On peut avoir des formes où on est simplement, on a des faiblesses musculaires et ça passera. On ne sait pas, hein, mais voilà, ça peut être aussi, ça peut exister. Alors, il y a peut-être quand même des gens qui passent à travers le filet du nombre de malades atteints. Alors déjà, je voulais dire, par rapport à ce que tu disais, est-ce que ça ne peut pas être pris non plus pour cette fameuse fibromyalgie dont on parle beaucoup? Oui, autre exemple. C'est pour ça, là, on par parle d'une exemple. maladie, mais finalement... Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas reconnu, dont Oui. on ne connaît pas vraiment non plus tous les symptômes. Donc ça pourrait y ressembler Ça énormément. pourrait y ressembler, voilà, effectivement. Moi, je pense qu'il y a plein de... Il y a plein de cas de gens qui passent à travers le filet et qui sont pas, qui rentrent pas dans les chiffres. Mais bon, ça arrange peut-être un peu aussi. Je suis désolé de penser comme ça, parce que bon, plus il y aurait de malades plus identifiés, plus on se dirait bah il faut vraiment y aller pour la recherche. Il faut faire des choses, il faut investir, voilà. Mais Alors après, Jeff, je voulais aussi effectivement louer ton initiative. C'est vrai qu'il faut qu'il y ait des gens qui parlent pour que justement on s'intéresse à ce type de maladie. On l'a vu, bah, on a fait une émission ensemble, donc tu sais très bien. On a vu, c'est le cas, bon, c'est un peu différent, mais pour l'endométriose, il a fallu que des personnes en parlent oui, tout à pour fait. que la machine démarre et qu'on arrive aujourd'hui à des choses, à des plans, à des recherches, même si ça touche beaucoup plus de personnes que ta maladie, effectivement. Mais là, aujourd'hui, il faut savoir que depuis peu, on aborde le sujet de l'endométriose dans les manuels de médecine. Aujourd'hui, il y a un chapitre dédié à cette maladie, ce qui n'existait pas auparavant. Voilà. Donc, il faut de toute façon que les gens parlent pour arriver justement à secouer un petit peu le cocotier et faire que Oui, la première urgence pour la moi, machine se mette en route. la première urgence, c'est que tous les régulateurs du SAMU soient au courant de ces symptômes. Ils ne sont pas au courant, c'est pas normal. Il faut absolument qu'ils soient au courant. Moi, je vous ai dit comment ça démarre, hein, des engourdissements, de la faiblesse musculaire. Peut-être un jour, vous aurez quelqu'un autour de vous qui a ces symptômes. Maintenant, vous savez. Bah tiens, on m'a parlé cette maladie-là, ça se trouve, c'est ça, parle-en, voilà. On peut... moi, je trouve que c'est dommage quand même que le personnel soit pas... Même dans les hôpitaux, quand on est refoulé les urgences 4 fois, ça veut dire que le personnel ne sait pas. Et ça, c'est pas normal. Ça, pour moi, c'est complètement anormal. D'autres questions encore? C'est le moment. Après, c'est trop tard. Oui, il y en a une là-bas, je viens voir. Moi, c'est le dernier témoignage qui m'a fait résonner à un truc.
Moi, je n'ai pas eu ce syndrome-là, mais je suis en possession de beaucoup de maladies rares. Bravo! Et, Bienvenue au club! et le pire, c'est que j'hérite de ma mère et ainsi ma sœur a hérité de ma mère. Oui, Et, je disais, hein, 80% des maladies rares sont génétiques. oui, oui, c'est ça. Et du coup, on vit un combat tous les jours, dont ma mère qui est en douleur constante à cause des nombreux problèmes de santé qu'il y a. Et à force de voir des professionnels de santé, on n'a pas l'impression d'être compris et bien écouté. Et du coup, ça fait un peu cette sensation de on est les seuls à comprendre ce qu'on a et savoir ce qu'on a. Est-ce que à vous aussi, quand vous avez eu du coup ce syndrome-là, est-ce que vous avez eu cette même sensation-là? Ah bah complètement. Et moi, ça remonte effectivement, mais bah, on m'a jamais expliqué ce que c'était, hein. Moi, j'étais chercher les infos moi-même, hein. Je veux dire, personne ne m'a jamais expliqué. Oui, en plus, mais je veux dire, le personnel soignant aurait peut-être pu, bah, surtout, comme je t'ai dit, il y a marqué quand même internement. Ça aurait dû quand même ça aurait dû se dire bon, quand même, c'est pas normal. Et j'ai pas trouvé de témoignages de gens qui auraient eu un Guillain-Barré et ont été internés avant, quoi. Là, j'avoue, je suis un peu comme moi, c'est la cerise aussi sur le gâteau, quoi. Ça, mais je trouverai un jour, j'en suis sûr, parce que ce cas de figure, pour moi, il doit pas être unique. Il se peut qu'un médecin, à un moment, dise oh, bah non, hein, finalement, c'est vous qui voulez plus, hein. Voilà. Mais comme la fibromyalgie, où on a dit souvent que c'était psy. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais alors, donc, je suis d'accord avec toi, c'est un combat. Tu as l'impression que personne ne te comprend. Vraiment, c'est hallucinant, hein. Donc, il y a aussi une parole qui n'est pas entendue, quoi. C'est pas... Pourquoi on met en doute la parole de quelqu'un qui est atteint de quelque chose? Voilà, c'est presque... Voilà, on ne te croit pas, en fait. On ne croit pas. Et ça, c'est pas possible. Il faut que les mentalités changent à ce niveau-là. Alors donc, c'est pour ça, tout ce qu'on peut faire, en parler, voilà, faire des conférences, etc., c'est porter porter sur ses épaules quelque chose et la parole aussi de gens qu'on ne croit pas. Et ça, c'est pas possible. Il faut qu'on mette fin à ça. Je dis pas que demain, on va trouver un traitement pour toutes ces maladies, mais il faut qu'on arrête de dire que les gens inventent des maladies ou je ne sais quoi. Oui, et en même temps, on passe des mois et des mois à essayer de voir un spécialiste. Et quand on le voit en consultation privée, par exemple, ça m'est arrivé récemment, 3 heures d'attente avec le rendez-vous que j'avais eu depuis des mois, et pour le voir, 10 minutes. Bah oui, maintenant c'est chronométré. Et donc, Ah oui. et il passe plus de temps à m'enregistrer avec ma carte vitale et ma carte de mutuelle que voilà. Et donc ça, c'est aussi le problème. Tu vois, il y a 6 mois de ça, mon médecin était absent, je tombe sur une remplaçante, j'arrive, j'avais 3 trucs à voir. Je lui dis le premier, je lui dis le deuxième, elle me dit ah, elle me dit stop. Elle me dit moi j'ai que un quart d'heure, hein, il faudra revenir. Donc il faudra revenir. Donc voilà. Exemple type. Bah oui, mais maintenant ce sera. C'est ça demain, hein. Le monde de demain, c'est aujourd'hui. Ouais. Mais bon, on ne soigne plus dans la globalité. On ne soigne plus, mais surtout on n'écoute plus les gens, hein. Moi, ça rejoint ce que tu as dit, on ne les écoute pas. Plus. On les écoute Alors, pas. ni les gens, ni leur famille. On réglerait 50% du problème si on les écoutait. Ni les gens, ni leur famille. Et il y a très longtemps, il y a au moins 25-30 ans, le professeur Édouard Zarifian, qui était un professeur de psychiatrie à Caen, si je ne me trompe pas, disait déjà que c'est bien de traiter les malades, mais il faut aussi s'occuper des familles. Bah oui, parce que les familles sont en détresse. Voilà. Je pense à vous, et ça, madame. c'était déjà pas à cette époque-là, mais bon, à mon avis, c'est pas mieux maintenant, hein. Alors bon, moi, qu'à mon époque, ce soit comme ça, oui, mais aujourd'hui, non, c'est pas normal. L'autre fois, dans la salle d'attente de mon docteur, j'ai entendu une dame qui disait qu'elle a appelé le SAMU parce qu'elle faisait un AVC. Le SAMU l'a rebooté.
et elle a des séquelles à vie maintenant. C'est scandaleux, quoi. Moi, je serais curieux quand même, je serais curieux d'avoir le chiffre de personnes qui se font refouler, qui sont vraiment malades quand ils appellent. Je ne mets pas en cause les régulateurs, d'autant qu'il y en a certains qui doivent faire super bien leur boulot, mais je ne sais pas. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Non? Eh bien, je pense qu'on peut clôturer la conférence ici. Je tiens à remercier vraiment Jean-François Jacques d'être venu pour cette conférence, d'avoir animé cette conférence à merveille. Ah, c'est moi qui vous remercie, surtout parce que sans vous, là, on n'en serait pas là. Bah, c'était un plaisir, forcément, de plaisir vous accueillir partagé. ici. Plaisir Et également, je remercie également Annie Vigier d'être venue ici, d'avoir accompagné Jean-François Jacques et puis cette conférence. Je remercie aussi Annie. Moi, depuis avril-mars, je suis administrateur de Passeurs de mots. Et comme je le disais, moi, mon but, c'est de porter l'action d'Annie et d'être un porte-parole, en tout cas, par rapport à toutes les actions que fait Passeurs de mots et l'espoir qu'un jour, il y a un écrivain public qui existe vraiment un poste sur Vierzon. Ce serait bien. Bon, bah, merci beaucoup. Et surtout, n'oubliez pas, pour aider ces recherches à la maladie, n'oubliez pas de faire un don au Téléthon, soit par le 36-37 en appelant, soit voilà, avec ce qui va suivre avec Jean-François. Voilà, donc Jean-François va vendre ses livres dont tout le produit sera destiné au Téléthon. Il ne garde rien, il dédie ses livres au Téléthon. Et nous avons également quelques cartes de vœux qui ont été réalisées par des enfants avec des matériaux de récupération et qui sont très jolis, donc qui sont par lot de 5. Et enfin, le poème donc, de Gilles Magréau, Fraternité, c'est un acrostiche sur le mot fraternité qu'il se fera un plaisir de dédicacer puisqu'il est parmi nous. Voilà, donc tout le résultat de cette vente sera bien évidemment au profit du Téléthon. Et on a même un appareil pour les cartes bancaires. Merci beaucoup. Merci on peut les applaudir tous. bien fort encore pour cette conférence. Je vais simplement préciser pour les personnes qui sont en live qu'ils peuvent nous envoyer un petit mot sur notre adresse mail passeurdemot.vierzon@gmail.com pour passer leur commande ou du livre de Jean-François, des cartes ou du poème. Et donc, on pourra faire un règlement à distance et on leur offrira les frais de port. Alors c'est simple, on a un stock de livres, donc le stock prévu c'est jusqu'à épuisement, donc voilà. Donc si on vend pas tout aujourd'hui, c'est pas très grave, mais le stock, quel qu'il en soit, est prévu intégralement pour le Téléthon. Merci encore à toutes et à tous.